Coucou, on se retrouve pour l'introduction d'un nouveau vlog, donc c'est parti, on y va. Nous sommes actuellement mardi 26 novembre. Je n'ai pas filmé hier parce que j'ai un petit enfant malade qui a une otite qui est un petit peu malade, voilà, hein, tout simplement. Là j'ai du temps donc j'en profite. Je vais vous parler de mes lectures et puis vous allez voir ça va être assez rapide parce que je n'ai rien terminé il me semble. Alors, je n'ai rien terminé, ça n'est qu'à moitié vrai. Parce que j'ai terminé le tome 1 de Steam Sailor, mais c'est vrai que j'ai tendance à le considérer comme un seul bouquin. J'ai quand même terminé le tome 1 au final, que j'ai adoré. Je vais pas forcément vous en dire beaucoup plus sur Steam Sailor, parce que je pense que je vous en ai quand même pas mal dit dans le précédent vlog. Je vais juste vous refaire le résumé pour celles et ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière ou qui ont raté le vlog de la semaine dernière. Mais en gros, on suit Prudence, qui est une jeune femme qui vit dans le bas monde, donc un peu notre monde à nous si vous voulez, mais pas moderne comme nous, mais un peu plus... ancien par là, et ce bas monde a banni les alchimistes et la magie, et depuis ils sont retournés à une espèce d'ère un petit peu voilà, un peu plus ils appellent ça l'ère des industriels, ça vous donne une idée. On le sait dès le début, Prudence est une irrégulière, ça veut dire qu'elle a un pouvoir magique et c'est un reste de l'ancien monde avec les alchimistes. Malheureusement les irréguliers et les irrégulières sont traqués et tués parce qu'ils sont très mal vus. Très rapidement, Prudence va être enlevée par des pirates qui viennent du haut monde, je ne sais plus comment on appelle le monde, bref, le monde dans l'air en gros, donc dans un bateau volant, et beaucoup de choses vont découler de ça. Je ne veux pas vous en dire forcément plus. La quête de tout le bouquin, vous l'imaginez bien, c'est de retrouver la magie et de comprendre quel est le rôle de Prudence dans tout ça. J'ai adoré ce premier tome. C'est pas totalement révolutionnaire, c'est pas totalement original, c'est quand même basé sur des tropes qu'on connaît, des ressorts narratifs qu'on connaît, mais ça fonctionne diablement bien, c'est prenant, c'est haletant, l'écriture est très fluide, l'écriture est hyper fluide, ça se lit tout seul, c'est une très chouette plume, vraiment, les personnages sont attachants, on a envie de passer du temps avec eux, vraiment ça fonctionne super bien. Et moi je n'en demande pas plus, je ne demande pas forcément quelque chose de toujours hyper original, il vaut mieux un bouquin pas hyper original, bien qu'il y ait des originalités dedans quand même, hein, je tiens à le dire, voilà, il y a plein de trucs qui sont très chouettes et qu'on voit pas partout, mais je préfère dans tous les cas un bouquin qui n'est pas hyper original mais qui est bien écrit, qui est prenant et haletant, qu'un bouquin hyper original où on comprend rien, où on s'ennuie, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et là vraiment c'est ça, pour moi c'est la très bonne mesure entre du déjà vu certes, mais bien revisité, bien repris, bien retravaillé, bien écrit, et quand même des touches, des pointes de trucs propres à cet ouvrage quoi. Et vraiment j'ai adoré ce premier tome, j'ai très hâte de continuer. Le problème, alors je le disais en lecture commune avec Charlotte, je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos. Le problème, c'est que je sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir avancer ça cette semaine, dans la mesure où j'aimerais clôturer mon Cocorico, et que j'ai 2 livres à lire pour clôturer ce Cocorico. Et voilà, mais on va voir. Et j'ai Babel aussi sur le feu. Donc je sais pas, faut que j'en parle à Charlotte. Est-ce qu'elle veut enchaîner ou est-ce qu'on se fait une petite semaine de pause? Bref, en tout cas, j'ai adoré le premier tome dans tous les cas. C'était très chouette. Le bouquin est toujours aussi beau. Vraiment, il scintille et rutile. C'est parfait. J'ai aussi très bien attaqué et avancé ceci, donc Un pays de fantômes de Margaret Killjoy, puisque j'ai passé la moitié. Voilà. C'est un bouquin totalement différent. Vraiment totalement différent. Ici, on va être dans un ouvrage. Alors, comment ça se classe? C'est de la SF, c'est un peu compliqué à définir, je trouve. En gros, on va suivre un journaliste qui va être envoyé sur le front pour faire le portrait flatteur et de la propagande d'État, en gros, d'un colonel, capitaine, enfin bref, j'en sais rien, je sais pas comment... Moi, je ne connais pas du tout. Un général, oui, évidemment. Un général, et ce qui va se passer, c'est que il va être capturé dans un guet-apens par le camp adverse. Il va découvrir le point de vue de l'autre camp. Voilà. Et c'est passionnant. Donc en fait, ici, on est dans une espèce d'utopie quelque part. Enfin, en tout cas, c'est ma vision de l'utopie. Peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, puisqu'on vit dans une anarchie où il n'y a pas de loi. Et je pense que vraiment l'objectif de Margaret Killjoy, c'est de montrer que l'anarchie, c'est pas ce qu'on en a fait dans le langage courant en fait, et que c'est fondé sur son bien-être à soi et le bien-être des autres. Et c'est quelque chose de très en fait, comme personne
ne meurt de faim et que personne n'a plus que d'autres et n'a besoin, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas d'intérêt à voler, il n'y a pas d'intérêt, voilà, et c'est hyper intéressant. Alors évidemment c'est pas que ça, parce que ça parle aussi de guerre, ça parle de colonialisme, ça parle de mille et une choses, mais vraiment le côté anarchique est passionnant. Moi j'adore ça, j'adore voir comment c'est mis en scène ici, comment c'est appliqué dans de la fiction en fait, et je trouve ça très intéressant parce que le personnage de Dimos, c'est un petit peu vous et moi qui vivons dans une société avec beaucoup de propagande d'État, avec une vision très rigide de la société, avec cette impression qu'on a besoin de lois, besoin de punitions, besoin de voilà, et lui représente nous, en gros, dans une société qu'il ne connaît pas du tout, et les questions qu'il pose, c'est des questions que vous et moi pourrions poser, c'est-à-dire comment ça peut fonctionner, et ça concrètement, enfin voilà. Et les réponses sont apportées, et c'est des réponses de bon sens en général qui, voilà, sont assez convaincantes. Donc, Margaret Killjoy est clairement anarchiste, je pense que ça c'est pas un secret, et je trouve ça génial, vraiment je trouve ça génial parce que ça fait du bien, moi ça me fait du bien de voir qu'on peut penser, imaginer, créer des sociétés qui ne sont pas basées sur le capitalisme et qui sont basées sur le fait que tout le monde puisse se nourrir et le bien-être de chacun. C'est pas aussi poussé que peut l'être Utopia par exemple, mais c'est un autre regard et c'est d'autant plus intéressant que c'est un fonctionnement, cette société anarchique qui coexiste avec le fonctionnement classique de royauté, de capitalisme, de société pyramidale et compagnie. Donc vraiment, très très chouette bouquin, je vais le terminer aujourd'hui, il me reste 90 pages, je crois, peut-être même un petit peu moins, et je vous en reparlerai, mais vraiment, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Dimos aussi, qui est un personnage, ce fameux journaliste, parce que c'est vraiment vous et moi. Je vous jure, vous ressentez en fait à quel point, même s'il a un regard critique sur certaines choses et qu'il est assez lucide, en fait, il ne réalise pas lui-même à quel point il a été formaté. Et c'est au contact de ces gens qu'il va petit à petit détricoter ça et se remettre en question et remettre en question tout ça. Donc, bref, très 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 chouette lecture. J'ai principalement avancé ça. J'ai attaqué Babel de R.F. Kuang. J'ai lu 2 chapitres, autant vous dire pas grand chose, mais je peux d'ores et déjà vous dire que d'une part, on sent dès le début le récit engagé, puisque le premier chapitre, c'est un petit garçon qui est en train de mourir de déshydratation au milieu de sa famille qui sont tous morts d'une épidémie. Donc il est dans cette maison qui est putride parce qu'il y a des corps en décomposition à côté de sa mère qui est morte très peu de temps auparavant. Bref, vraiment ambiance très sombre, très glauque, ça se passe en Chine, à Canton je crois. Et donc ce petit garçon va être sauvé par un homme, un Anglais qui va venir le chercher et qui va très rapidement déjà le soigner, qui va utiliser un petit peu de magie pour ça, donc il y a une petite dimension magique malgré tout, et qui va en gros lui faire signer un contrat pour être son pupille en fait, pas son enfant, il n'est pas adopté, mais voilà, être son pupille. Je sais pas si on dit son ou sa pupille. Est-ce que c'est forcément au féminin ou pas? Bref, toujours est-il que, voilà, le premier chapitre, c'est ça. C'est ce petit garçon qui est dans ces conditions exécrables, en train de mourir lentement, qui va découvrir que plein de choses de sa vie passée prennent du sens. Par exemple, pourquoi il a toujours eu une espèce de bonne enseignante anglaise qui, malgré les conditions de pauvreté dans lesquelles ils étaient, est restée. Pourquoi ? Et ça prend du sens avec ce vieux monsieur anglais qui vient le chercher. D'où venaient tous les livres qu'il recevait à son anniversaire ou à Noël, ou je ne sais plus quel, son anniversaire sûrement, tous les ans, ce vieux monsieur anglais. Et pourquoi depuis tout petit, cette femme le pousse à parler anglais, et voilà. Donc, ça démarre très fort, et ça m'a beaucoup plu. Je trouve que R.F. Kuang a quand même une capacité à ouvrir ses romans de manière hyper originale. C'était déjà le cas dans l'autre que j'ai lu qui est Yellowface, et j'ai très envie évidemment de lire The Poppy War. Bref, donc à voir pour tout ça. J'ai d'autres lectures en cours, je suis en train de lire Un long voyage de Claire Duvivier sur ma liseuse qui pour le moment me plaît beaucoup, j'en suis à 15%, j'ai vu des retours qui étaient assez mitigés, moi ça me plaît pas mal. Le début me plaît plutôt pas mal, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup les personnages et l'ambiance surtout qui se dégage du roman, c'est surtout ça qui me plaît, c'est l'ambiance très particulière mais qui fonctionne très bien.
Voilà, j'ai sûrement d'autres lectures en cours, notamment Cathy, qu'on n'a pas du tout avancé. Je sais plus ce que j'ai d'autres en cours, mais j'ai toujours 1000 trucs sur le feu. Sachez que là, vraiment, mon objectif de cette semaine, quoi qu'il m'en coûte, c'est de lire Bord de terre. Parce que vraiment, il faut que je lise et qui fait partie de mon cocorico et que ça me validerait une catégorie, l'avant-dernière catégorie. Et deuxième livre que je dois absolument lire, mais lui, je suis pas trop inquiète parce qu'il est pas très épais, c'est Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake. Donc ces deux-là, c'est mes priorités absolues. Je vais quand même finir ça parce qu'on va pas déconner, il est presque fini. Mais après, c'est vraiment Bord de terre et Les larmes de l'asphodèle et continuer tranquillement Babel et à voir pour Steam Sailor. Je sais pas du tout comment ça va se dérouler. Voilà. Petit point avant de vous laisser. Vous avez vu dans le dernier vlog, j'ai mis des plans. Et figurez-vous, encore une fois, que je me suis fait strike la vidéo parce que la musique n'était pas libre de droit, alors que je l'ai prise sur le truc libre de droit. Bref, c'est pour ça que ça me saoule. Donc je vais pas arrêter, je vais essayer de continuer à vous faire des plans, mais vraiment, sachez que je pense que ce qui est le plus pénible, c'est pas de penser à filmer, c'est pas de filmer, c'est pas de monter les plans, c'est de trouver la musique. C'est une tannée sans nom. Il faudrait que je paye un truc exprès pour avoir le droit d'utiliser, d'exploiter les musiques dans les vidéos. Et même en faisant ça, ils vous font chier, ils peuvent vous striker la vidéo et vous devez prouver que vous payez bien. Enfin, et bon, j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie de payer un truc. Enfin, j'avais regardé les prix, il fut un temps, mais c'était assez onéreux pour l'utilité que j'en ai, surtout en fait parce que je fais pas tant de plans avec des musiques que ça. Donc bref. Si vous avez un site ressources avec des musiques libres de droit que je pourrais éventuellement utiliser dans mes vidéos, dites-moi ça en commentaire. Écoutez, voilà. Sinon, je mettrai des musiques où je suis sûre de ne pas avoir de problème, genre des musiques classiques et encore. Bref, peu importe. Donc voilà, c'est tout pour ce week-end, ce début de semaine. Je pense pas avoir grand chose à ajouter. J'ai reçu, après je vous laisse pour de vrai, j'ai reçu la première partie du calendrier de l'Avent de Pénélope qui me regarde et j'ai tellement hâte d'être à dimanche pour en commencer l'ouverture. Moi je dois absolument lui envoyer le mien aujourd'hui parce qu'on est le 26 et que ça devient chaud. Donc normalement ça arrive en 2 jours mais ça devient chaud donc je vais un peu speeder ça et puis voilà. Donc sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis j'espère à demain. On verra. Nous sommes jeudi 28 novembre, je reviens pour un point lecture puisque j'ai terminé un livre et j'en ai attaqué 2 autres. Je réfléchis parce que j'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Mais bon, écoutez, voilà. J'ai terminé le Margaret Killjoy, Un pays de fantômes, que j'ai adoré. C'était génial. Je vous en ai déjà parlé. Je n'ai pas forcément grand chose à ajouter dans la mesure où je vais pas vous dire la fin, voilà. Mais ce que j'ai vraiment aimé dans ce bouquin, c'est le choix de l'autrice d'utiliser ce protagoniste qui vient d'une société en fait assez proche de la nôtre. Alors c'est un empire, mais ça fonctionne franchement de manière assez équivalente à la nôtre finalement. Et ce personnage qui ne croit pas forcément à l'anarchie, qui est pas fermé pour le coup, mais qui a des questions et qui voit pas comment c'est pérenne. Et il va poser ces questions et les gens qui vivent à Ron vont lui répondre et j'ai trouvé ça absolument génial. Je trouve que c'est vraiment très bien pensé, très bien fait. On le voit déambuler un peu de ville en ville ou de ville en village parce que c'est pas que des villes, c'est aussi beaucoup de villages pas très très grands. Et comme me faisait remarquer assez justement Emeline, c'est vrai que ça ressemble un peu à Utopia. Par cet aspect-là, on peut imaginer que Camille Le Boulanger a lu Un pays de fantômes parce que je pense quand même que c'est une référence dans à la fois l'autrice en tant qu'autrice et l'écrit dans les milieux anarchistes, de fiction anarchiste, donc c'est possible. Ça m'a pas sauté aux yeux au début, je pense que c'est plutôt sur la deuxième moitié, voire le dernier tiers, que c'est plus évident. Je pense, mais ou alors c'est parce qu'Emeline me l'a dit, je ne sais pas. C'était très chouette, ça a les mêmes qualités que Utopia pour moi. Alors, ce qu'il y aurait peut-être en moins, c'est qu'on développe moins le fonctionnement et le système, parce que là, on est vraiment basé sur l'anarchie, ce système anarchique qui essaye de survivre à l'Empire, qui veut les coloniser. Donc on est vraiment plus du point de vue de la guerre, de la défense, de l'autodéfense, et de tout ce que ça peut impliquer, que d'un point de vue de vie quotidienne, même s'il y en a. Donc de ce point de vue-là, le fonctionnement est moins développé, même si il y en a quand
quand même, encore une fois, mais c'est moins développé. De toute façon, le bouquin est beaucoup moins gros, donc c'est logique. Par contre, ce qu'il y a qui est plus intéressant, c'est tout ce qui va concerner l'alimentation, par exemple. Si vous lisez pas Utopia parce que vous êtes dérangé par le spécisme qui peut exister dans ce bouquin, bah là-dedans il n'y a pas. Et puis le rapport à l'alcool aussi est assez différent. Il y a de l'alcool, il y a des gens qui parfois picolent, mais c'est beaucoup moins systématique. On pose des questions sur l'importation, sur les échanges, sur le fait de se satisfaire de ce qu'on a comme ressources autour de chez soi et qui est assez logique et chose qu'on devrait développer parce que je pense qu'on a quand même assez de ressources pour ne pas faire venir des choses de l'autre bout du monde, mais soit. Et ouais, c'était vraiment très chouette. C'est un très bon bouquin. J'aime beaucoup la plume de Margaret Killjoy, j'aime beaucoup sa sensibilité par rapport à ses personnages et toutes les autres thématiques qu'elle aborde en fait parce que on est en présence, si je me trompe pas, d'une autrice qui est une femme trans, oui c'est ça, elle est autrice et éditrice transgenre et je trouve que du coup elle aborde aussi ces questions-là et c'est intéressant, c'est bien fait. Par exemple notre personnage principal est homosexuel, on sait le dès le début et donc on va aussi aborder ça, hein, le rapport qu'ont les hommes à la sexualité, notamment les militaires par exemple. Enfin bref, c'était un très bon bouquin. Vraiment, je ne peux que vous inviter à le lire, je trouve que ça se lit très bien, je trouve que c'est hyper intéressant, hyper intelligent, très fluide et en même temps ça pose des questions essentielles et évidemment encore une fois c'est perfectible et c'est aussi l'objectif de réfléchir à une société tous ensemble. Là c'est une proposition que fait l'autrice par rapport à son expérience de vie, par rapport sûrement à d'autres anarchistes qu'elle a pu fréquenter, mais c'est une proposition et d'ailleurs il y a un espèce de contre-exemple dans ce bouquin d'une ville qui est un petit peu indépendante qui s'appelle Carac, je sais plus, qui vit sur un fonctionnement anarchiste, mais dans un style plus extrême et peut-être plus proche de l'imaginaire populaire, et je trouve ça bien qu'elle ait directement choisi de mettre ça en scène pour en parler, parce que évidemment c'est toujours ce qu'on va ressortir, mais oui si c'est l'anarchie ça va être n'importe quoi, les gens vont faire tout ce qu'ils veulent, ils vont s'entretuer, ils vont se voler, etc. Et donc du coup elle peut aborder ça ici et c'était très chouette. Bref, je ne vais pas en ajouter. Pour moi c'est un très bon livre, très intéressant et qui ouvre des portes et des questionnements intéressants. Donc lisez-le, si vous êtes une personne ouverte d'esprit qui avait envie de vous intéresser aux fictions hors capitalistes, bah je pense que c'est une petite référence. Voilà, donc j'ai lu ça, j'ai avancé Un long voyage de Claire Duvivier, mais je n'ai pas grand chose à en dire parce que je n'ai lu qu'un chapitre, et j'ai attaqué 2 bouquins pour terminer mon Cocorico. Sachez qu'il est fort probable que je n'ai pas terminé ces livres en même temps que le Cocorico se terminera, mais j'ai décidé que si je vais passer la moitié de ces ouvrages, même si je les termine un tout petit peu après la clôture du Cocorico, la majorité ayant été lue pendant le Cocorico, bah, je les validerai quand même parce que c'est comme ça et que, écoutez, chacun ses manières de tricher. Alors, je vais commencer avec celui que j'ai commencé en premier, c'est Bord de terre de Julia Thévenot, qui est très joli, vraiment j'aime beaucoup. C'est à la fois très simple, très géométrique, mais un peu shiny, c'est très joli, voilà. Donc le résumé de Bord de terre, je vais regarder ce qui est écrit derrière pour voir ce qu'a choisi de dire l'éditeur. Je vais vous lire le résumé qui est très chouette. Inès, 12 ans, est du genre à castagner ceux qui cherchent des embrouilles à son grand frère autiste Tristan. Lui est plutôt du genre à regarder des 2 côtés avant de traverser. Mais ce jour-là, il ne parvient pas à retenir Inès qui, courant après son chien, bascule dans un univers parallèle. Bord de terre, c'est le nom de cette ville, perchée comme une plante sauvage sur une faille entre 2 plans de réalité. On y croise des gamins qui chantent pour faire tourner un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux, et des créatures étranges, sombres, nimbées d'un silence de sous-bois. Inès, ravie, explore bord de terre avec une joie souveraine, mais Tristan est inquiet. Il y a quelque chose de pourri dans cette ville. Je trouve que Donc j'ai lu 160 pages, voilà, je suis pas très loin de la moitié, je crois qu'il fait 500 pages, donc il me reste un petit peu plus de 500 pages, mais il me reste une petite centaine de pages pour atteindre la moitié. Je trouve que le résumé est quelque chose de plus léger, qui est moins présent dans le livre. Je trouve que assez rapidement le livre est quand même beaucoup plus grave que ne le laisse présager le résumé. Ceci étant dit, l'écriture de Julia Thévenot est très chouette parce qu'elle réussit à y mettre de la légèreté et de l'humour malgré tout. Donc voilà, c'est mon ressenti général sur l'ambiance. On sent que ça pue, on sent que ça va. Voilà, il y a quelque chose qui va clairement pas, et ça on le sent dès le début, hein. Je veux dire, je trouve que ça met pas du temps à arriver. Il y a que Inès qui est un petit peu peut-être naïve par rapport à ça, parce qu'elle elle découvre des choses nouvelles, elle a 12 ans, enfin voilà. Mais vous, en tant que lectrice, vous sentez dès le début
que ça pue vraiment et que cet endroit n'est pas un endroit où vous avez envie d'aller concrètement et c'est pas un royaume imaginaire qui fait rêver, en tout cas, je trouve. Ensuite, différents personnages. On va suivre le point de vue d'Inès. On va suivre évidemment le point de vue de Tristan, qui est son grand frère, qui a 16 ans et comme dit dans le résumé, qui est autiste. Je ne peux pas vous dire si l'autisme est bien représenté ou pas dans la mesure où je n'ai pas les connaissances pour ça. Moi, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup ce duo frère-sœur. Je trouve ça très chouette. Ils sont très mignons. Ils sont très complices. Ils s'entendent parce qu'ils ont quand même un écart d'âge assez important. Je veux dire 12 et 16 ans, voilà. Mais ils sont très complices. Ils s'entendent très bien. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'ils arrivent à bord de terre, très rapidement, pour diverses raisons, ils vont commencer à oublier leur passé. Et ils vont essayer de ne pas oublier leur mère, en fait, et de ne pas oublier leur chien, et de ne pas oublier leur père, et de ne pas oublier un petit peu les choses essentielles, mais ça leur échappe malgré eux. Parce que comment réussir à se rappeler de tout? C'est-à-dire que dès que vous formulez pas tout en souvenir, vous finissez par l'oublier. Donc, par exemple, le nom de famille, ils se souviennent plus de leur nom de famille parce que c'est pas quelque chose qu'on dit tout haut, vous voyez. Et ça, c'est un des aspects qui est un petit peu angoissant du bouquin, je pense, surtout pour un public un peu jeunesse. Je sais pas trop quel âge c'est, peut-être 12 ans, quelque chose comme ça. C'est quelque chose d'assez angoissant, honnêtement, et même moi en tant qu'adulte, je trouve ça assez angoissant, c'est qu'ils oublient tout petit à petit et que finalement, ils vont finir par être totalement grignotés par cette ville, tout en sachant qu'ils n'ont rien à y faire, qu'ils viennent d'un ailleurs, ils n'auront pas de souvenir de qui ils étaient, de leur famille, de leur passé, et aucun moyen d'y retourner. Et de toute façon, a priori, il n'y a aucun moyen d'y retourner. En parallèle de ça, ce qui va se passer très rapidement, c'est qu'Inès et Tristan vont avoir un petit peu deux aventures séparées, non pas parce qu'ils se séparent volontairement, mais parce que Inès va se retrouver un petit peu à s'acoquiner avec les nobles qui veulent l'utiliser, et Tristan, lui, va faire autre chose à côté. Et donc Tristan va rencontrer un autre personnage très très chouette, qui est le personnage d'Alma, je crois, qui est une sorte de rebelle, de révolutionnaire, qui veut changer les choses et qui est une figure féminine très forte et que j'aime beaucoup, vraiment. Elle est hyper intéressante et elle fait ça, en fait, il y a un peu, je trouve, une sorte de métaphore, mais c'est pas suffisamment subtil pour qu'on puisse dire que c'est une métaphore, mais en gros c'est une journaliste qui va écrire des choses, qui a fait de la prison parce qu'elle a écrit des choses qui n'ont pas plu au gouvernement, à l'empereur ou je ne sais plus qui est, voilà. Et c'est le rôle de l'écrivain, en fait, le rôle du journaliste et de la personne qui écrit, qui est très chouette. Il y a aussi tout un rapport à la musique qui est très particulier. Les débordés, c'est ceux qui viennent de notre monde à nous, et les transparents, je crois qu'on les appelle, donc ceux qui viennent de notre monde à nous, quand ils arrivent à bord de terre, sont transparents, et au fil des générations, ils sont de moins en moins transparents, n'ont pas le droit de chanter, n'ont pas le droit de faire de musique, sauf dans certains cas très très précis, et si c'est le cas et qu'ils se font choper, ils ont des gros problèmes. Donc je sais pas pourquoi, j'ai pas les tenants et aboutissants, mais je trouve ça très intéressant, c'est très chouette. Franchement, c'est une lecture qui est très prenante, j'ai beaucoup aimé, j'ai tout de suite accroché au style de Juliette Evenot. C'est peut-être moins marqué que ne l'est Millepertuis par exemple, c'est un style un petit peu plus classique, mais déjà on sent le sarcasme, l'humour derrière les situations et les personnages, et je trouve qu'il y a une belle réussite sur la construction des personnages parce qu'ils sont pas stéréotypés, en fait. Enfin voilà, Tristan, c'est Tristan, c'est un individu à part entière, tout comme Inès est un individu à part entière, tout comme Alma, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt chouette. Bref, je ne sais pas où on va avec ça, mais en tout cas j'aime beaucoup ce début, je trouve ça très 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 agréable et très original, en fait, finalement, même si l'idée de basculer dans un autre monde parallèle en soi n'est pas originale, la manière dont c'est fait, je trouve que c'est assez réussi, d'autant qu'il y a un lac mystérieux qui ouvre sur un autre plan, et je vous laisserai découvrir, mais voilà, j'aime beaucoup ça, j'ai hâte de savoir, parce que là, à 162 pages, donc peut-être un tiers du roman, je ne sais pas où on va et c'est très chouette comme ça. Donc ça, je vais continuer avec grand plaisir. J'ai aussi attaqué Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake. Donc j'ai lu la moitié, ça se lit très 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 bien et très rapidement. Donc j'ai lu la moitié j'ai pas vu le temps passer, ça c'est une certitude, ça c'est lu tout seul. Après c'est assez aéré à l'intérieur comme vous pouvez le constater. Donc Les larmes de l'asphodèle, on nous dit: Eurydice, nymphe des bois, tombe sous le charme d'Orphée, jeune prince aux multiples talents. Leur bonheur est malgré tout de courte durée, brisé par le décès tragique de la jeune mariée au lendemain de leurs noces. Orphée, fou de chagrin, va tout faire pour retrouver la femme qu'il aime, jusqu'à se rendre aux enfers et négocier son âme.
Perséphone y règne aux côtés de son époux le dieu Hadès. Quand Eurydice arrive dans son royaume, elle voit sa destinée prendre un chemin inattendu. Et on nous dit, entre l'amour et la haine, la mort et le vivant, redécouvrez le mythe d'Eurydice et Orphée sous la plume envoûtante de Nora Lake, l'autrice des Cendres sur tes mains. Alors, je regarde un truc parce que j'ai pas pensé à regarder quand j'ai attaqué ce bouquin. Y a-t-il des avertissements de contenu? Absolument pas. Il n'y en a pas du tout. Bon, je sais pas bien quoi vous en dire. Alors, voilà, bon, bah, c'est une réécriture d'Eurydice et Orphée. Je pense que ça, c'était assez évident. Le prologue était assez chouette parce que ça revenait sur l'histoire d'Eurydice, en fait, avant, qui sont ses parents, etc., etc. C'était plutôt chouette, c'était plutôt sympa. Ça m'a mis dans l'ambiance et on arrive à ce chapitre 1 où on retrouve Eurydice quand elle est adulte, finalement, et qu'elle vit avec les dryades, qui sont des nymphes sylvestres. Et très rapidement, j'ai été décontenancée par des scènes, alors déjà par les descriptions des femmes, alors c'est des nymphes, je sais, les nymphes ça sautille partout, ça vit à moitié à poil, je vois l'idée, mais j'avoue que moi, le premier chapitre, dans ma tête, la seule chose qui me venait à l'esprit, c'est la scène de l'île au plaisir d'Astérix et Obélix, enfin les 12 travaux d'Astérix là. Vraiment, c'est-à-dire des meufs à moitié à poil qui chantent, qui gloussent, qui sautillent partout. Je sais pas, je comprends l'idée parce qu'effectivement c'est peut-être un peu l'idée commune autour des nymphes, mais j'avoue que j'ai été un peu dérangée par je sais pas, je saurais pas vous dire, c'est compliqué. Ça m'a dérangée en tout cas. J'ai trouvé qu'elles étaient oui, alors l'insouciance c'est bien, c'est pas le problème. Non, c'est plutôt je pense que ce qui me dérange en fait, c'est le côté très sexualisé de ces femmes. Je trouve que les femmes sont très sexualisées dans ce livre. Donc premier chapitre, première scène de sexe explicite entre les nymphes. Et d'ailleurs à tel point, mais enfin vous allez dire c'est absurde dit comme ça, mais à tel point que Eurydice qui n'est pas intéressée s'éloigne, voilà, des nymphes qui sont dans la clairière en train de faire des trucs entre elles, et elle glisse parce que c'est humide par terre et elle a une pensée du type peut-être que c'est les sécrétions des nymphes quoi. Je vous avoue que ça m'a un peu déstabilisée. Bon, je me suis dit ok, admettons, ça commence fort mais admettons. Deuxième chapitre, alors je vais essayer de vous retrouver, je crois que le deuxième chapitre c'est Orphée. Qu'on voit Orphée après la quête de Jason et de la toison d'or, donc Orphée qui est à la fois un Aède, donc un poète qui chante, et un argonaute, et deuxième scène de sexe avec Orphée quoi, où il évoque des scènes des rapports qu'il a eu avec d'autres femmes, et le chapitre se termine sur lui qui pécho, voilà. Troisième chapitre, c'est le point de vue de Perséphone, pareil, scène de sexe entre Perséphone et Hadès. Ok. Et quatrième chapitre, je me souviens plus, mais il y en a une autre, je crois que c'est une nymphe qui se masturbe devant un chêne, enfin bref. Et alors après ça se calme un peu, mais je vous avoue que je m'attendais pas à ça. Moi je m'attendais pas. En fait, ça a ce côté un peu, je trouve, et j'en parlais avec Morgane, donc Calan, ça a ce côté un peu pornbook féminin, vous voyez, où il y a du sexe pour du sexe, et c'est fait pour remplacer le porno, voilà, les sites porno, et c'est fait pour... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mon délire en fait, c'est juste pas mon délire. À la fin du quatrième chapitre, je vous avoue que je me suis dit que j'allais pas continuer parce que vraiment moi ça me saoule, c'est pas mon délire, d'autant que je trouve pas que les scènes soient particulièrement utiles dans le récit, notamment la scène du chapitre 4 avec la nymphe qui prend de la sève d'arbre pour se masturber devant un arbre. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis, pour moi c'était très pornbook quoi. Et mais j'ai persévéré en me disant que voilà, l'écriture de l'autrice est vraiment pour le coup très agréable, même si moi c'est pas mon délire le côté éthéré, c'est vraiment effectivement beaucoup de descriptions et c'est très éthéré et que j'ai toujours du mal à l'heure où j'en suis, j'ai passé la moitié avec les représentations des femmes. Je les trouve, enfin je sais pas, je suis pas fan, je trouve qu'elles sont toutes extrêmement sexualisées, elles sont très souvent dénudées et elles sont très sexualisées en fait. J'ai du mal à voir le côté féministe en fait à cette écriture et peut-être que c'était pas vendu comme ça et que c'est moi qui l'ai vu comme quelque chose qui allait être féministe, mais moi je vois pas en fait en quoi. J'ai l'impression que les femmes sont vraiment des objets sexuels. Alors il y a des choses un peu moins, il y a par exemple le personnage de Perséphone qui est très intéressant, que j'aime beaucoup parce que c'est moins le cas avec elle et qu'elle se laisse
pas faire et qu'elle est un peu plus forte et qu'elle est moins sexualisée. Mais franchement, tous les personnages féminins sont vraiment, alors les nymphes, on n'en parle même pas. Je comprends pas très bien ce que je lis. Donc on voit Eurydice, avant qu'Eurydice et Orphée se marient, il s'écoule un certain temps où on suit les nymphes, on suit Orphée qui fait sa life, on suit Perséphone qui fait sa life avec Hadès. Et puis, et pour le coup, tout le côté mythologique est très chouette. On dit le fonctionnement des enfers, il y a du vocabulaire, enfin, tout ça c'est très très chouette. Et là, j'en suis arrivée quand Eurydice descend aux enfers et on est à la moitié à peu près. Alors, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas où veut aller l'autrice. Je suis un peu déstabilisée, je m'attendais pas à ça en fait. Moi, dans mon esprit, ça allait être un bouquin qui allait, réécrire le mythe d'Orphée et Eurydice, mais en montrant une Eurydice justement peut-être moins naïve, moins nymphette, plus... je sais pas vous dire, et peut-être j'imaginais en fait que finalement elle allait peut-être pas être si attirée que ça par Orphée et qu'on allait avoir un peu une sorte de twist. Ceci étant dit, c'est la moitié, peut-être que ça va évoluer, peut-être que Eurydice va comprendre des choses, je ne sais pas, c'est fort possible, rien n'est fait, j'ai envie de vous dire. Je vais le finir, je vous en reparlerai, je vous dirai ce que j'en ai pensé. J'ai encore espoir, vu qu'on est à la moitié, qu'il y ait un peu une espèce de retournement par rapport à Eurydice. Je sais pas trop, on verra, je vous dirai ça. Ça fait vraiment très longtemps que je parle, donc je vais vous laisser. Je pense concrètement que j'aurai fini le Nora Lake aujourd'hui, bord de terre, ça m'étonnerait. Mais on a encore espoir que je termine avant dimanche, du coup. Et puis voilà, donc je vous laisse, je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes vendredi soir. Regardez comme il est trop mignon. Il fait beaucoup de bêtises, mais quand il dort, il est très mignon. C'est un peu comme les enfants en fait. Bref, je vous reprends, nous sommes donc vendredi. Je viens faire un point lecture parce que je n'ai pas du tout eu le temps de filmer aujourd'hui. On a fait plein de trucs, j'avais plein de trucs à faire. Ça a été une grosse journée, donc j'ai pas eu le temps avant très tard le soir, en fait, surtout, c'est ça. Bref, j'ai 2-3 trucs à vous dire, et puis je vous laisserai, et je pense que je clôturerai demain en rentrant de Montreuil. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Je propose que nous commencions avec la lecture que j'ai terminée, à savoir Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake, publiée aux éditions Hurlevent, et que j'ai enfin sorti, ce qui me permet de valider mon avant-dernière catégorie du Cocorico et de sortir un livre de ma palle. Je vous en ai déjà parlé, je sais plus très bien ce que je vous en ai dit. Alors, très honnêtement, j'ai trouvé que sur la deuxième moitié, je crois que je vous ai parlé de la première moitié, donc ça doit être ça. Sur la deuxième moitié, c'était beaucoup mieux. J'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes, notamment sur le traitement des hommes, de leur vanité, de leur ego, de leurs bêtises et notamment par rapport à Orphée. J'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes aussi en termes de relations, qu'elles soient amoureuses ou purement physiques. Il y avait des trucs qui étaient intéressants quand on rentrait pas dans des scènes détaillées, évidemment. Voilà, il y avait des choses qui étaient intéressantes. J'aime beaucoup la plume. Je trouve qu'elle est travaillée sans donner l'impression d'être surjouée. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fluide, naturel, tout en étant sensiblement travaillé, clairement. C'était assez agréable à lire. C'est assez fluide en fait à lire. C'est vraiment, ça se lit tout seul. Je l'ai lu super vite. J'aurais pu le lire encore plus vite si j'avais pas eu une vie aussi chargée, mais voilà, je l'ai quand même lu assez vite. La deuxième moitié était meilleure parce qu'il y avait beaucoup moins de scènes explicites, parce que les personnages gagnaient un peu en profondeur, parce que j'ai relativement apprécié certains de ces personnages, notamment Perséphone, Eurydice aussi, qui va être un peu moins naïve, un peu moins... Alors, j'ai rien contre les gens naïfs, c'est terrible de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu agaçant quand vous voyez tout venir et vous voyez le personnage foncer dans tous les panneaux possibles. Donc voilà, il est tendu le chat. Bref, donc... la deuxième moitié était plus sympa. J'ai plus apprécié la deuxième moitié, j'ai été plus dedans, j'ai vu plus de points positifs, j'ai trouvé ça sympa sur la deuxième moitié, très lourd sur la première quand même. J'ai apprécié la plume, je vois des qualités à ce texte, mais j'en garderai clairement pas un souvenir impérissable. Honnêtement, je pense que déjà à l'heure actuelle, il y a des trucs que j'ai oubliés dans le laps de temps entre la fin de la première moitié et le début de la deuxième. Je crois qu'il y a des trucs que j'ai oubliés, quoi. J'ai trouvé qu'en fait, il y avait un traitement qui est particulier, c'est-à-dire que finalement le mythe Eurydice-Orphée arrive assez tardivement et c'est pas trop le cœur de l'histoire. J'ai trouvé que le passage par contre de la remontée d'Eurydice des enfers était super bien fait, ça j'ai adoré. J'ai adoré
tout ce passage où on voit Orphée et Eurydice remonter vers la lumière, vers la terre, vers la vie en fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était très très chouette. Vraiment excellent passage, très réussi. Il y avait vraiment des bons... En fait, c'est ça, il y avait des très bons moments. Il y avait des passages qui étaient très chouettes. Mais j'ai trouvé que dans l'ensemble, il y avait en fait trop de choses aussi peut-être, je pense. Je pense que c'est un texte qui était très riche parce qu'on parle de, même si on les voit pas forcément, on parle de beaucoup de mythes différents et des mythes qui, a priori, même si ça reste de la mythologie et qu'il n'y a aucune vérité historique, mais voilà, sont quand même pas du tout contemporains et ici sont un peu tous mélangés. On recase Ulysse, on va recaser Jason, à la limite. Les Argonautes, c'est cohérent avec Orphée, mais on va réussir à parler de Troie, on va réussir à parler de mille et une choses. C'était un peu trop, voilà, un peu trop riche en termes de mythologie. Par contre, dans un défaut qui est aussi une qualité, c'est que du coup, il y avait des trucs hyper intéressants, des rapports hyper intéressants. Ça évoquait des mythes qui prenaient du sens dans ce texte. C'était peut-être parfois pas assez concentré finalement sur Eurydice et Orphée, alors que c'est un peu ça qu'on vient chercher, je pense. Et puis, Orphée, vraiment, il est insupportable. Mais j'ai envie de vous dire, ça me dérange pas, parce que voilà, représenter un mec qui a un ego surdimensionné de manière insupportable, c'est assez cohérent. Mais du coup, ce qui m'a dérangé, c'est la fin par rapport à lui, parce que je trouve que c'est peut-être trop gentil. Mais bon, bref, je vais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler. Donc, en résumé, je ne suis pas du tout fermée à découvrir d'autres ouvrages de Nora Lake. Je trouve qu'elle a une très chouette plume, je pense qu'elle a un imaginaire intéressant, mais je pense aussi qu'elle est de toute évidence assez portée sur les scènes explicites qui ne sont pas forcément trop mon délire. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, je peux pas dire que j'ai franchement aimé, je sais pas trop. Voilà, on verra. Je lirai d'autres choses de Nora Lake, je suis assez curieuse et je pense que je pourrais trouver mon compte dans son écriture, mais peut-être que j'aimerais plus son côté un peu spooky horreur, comme peut-être elle fait aux éditions du Chat Noir, que cette version-là. Je sais pas, à voir. Bref, en tout cas, j'ai lu une partie de Cathy avec Pénélope, ça représentait une 50aine de pages je crois, c'était très cool, je ne vais pas plus m'étendre parce que on avance dans l'histoire, on suit toujours Philo qui fait sa vie et qui joue de malchance, mais c'est toujours un petit peu ce côté sarcastique chez McDowell, ça veut dire que les personnages qui n'ont pas de chance n'ont vraiment pas de chance du tout, et ça tombe un peu parfois dans l'absurde, mais volontairement, et moi j'aime bien. Et puis voilà, je suis fascinée par les personnages et par l'histoire et par cet univers très chouette, très triste aussi, parce que la pauvre Philomela, c'est pas drôle pour elle. Du coup, ce soir, je vais essayer d'arriver à la moitié de Bord de Terre. Il me faut une petite centaine de pages pour y être. C'est ce que je vais essayer de faire parce que je voudrais le terminer ce week-end. J'aime toujours autant, c'est toujours aussi chouette. C'est une très bonne lecture. Je vous en ai déjà parlé et je pense pas avoir beaucoup avancé depuis la dernière fois, donc aucun intérêt que je m'étende beaucoup plus. Du coup, voilà, c'est tout pour mes lectures. J'ai lu, mais pas tant finalement. Je sais pas trop, je réfléchis si j'ai lu autre chose, mais je ne crois pas. Je pense que je me suis vraiment concentrée sur ça et c'était déjà pas mal parce que ça a été assez chargé, parce que sur le Ko-fi j'essaie de m'organiser pour que tout soit à peu près carré, donc il y avait pas mal de posts à préparer, de trucs à faire, mini vidéos à tourner, monter, donc bref. Et puis j'avais le calendrier de l'Avent de Pénélope à clôturer, j'avais le concours que j'ai fait il y a un mois à terminé parce que j'attendais plein de trucs. J'ai commandé des trucs en fait chez des petites créatrices françaises et pas que, je crois qu'il y a une allemande et j'attendais de recevoir pour emballer, mais évidemment les délais des petites créatrices sont beaucoup plus longs que les autres, ce qui est logique. Donc bref, ça a été toute une aventure, donc il y avait ça aussi à gérer et c'est tout je crois. Mais c'est déjà pas mal, vraiment c'est déjà pas mal. Je suis un peu fatiguée cette semaine, d'autant que l'enfant était malade en début de semaine, ce qui est toujours fatigant forcément. Donc je pense que je vais vous laisser, j'ai du mal à garder les yeux ouverts tellement les spots m'agressent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de bien avancer Bord de Terre, de passer la moitié, de lire ces 100 pages et puis de faire dodo parce que demain c'est une très grosse journée, demain c'est samedi, ça veut dire escalade le matin, ça veut dire qu'ensuite j'enchaîne avec le train et Montreuil, avec tout ce que ça peut impliquer en termes de monde, de bruit et de fatigue, même si évidemment je suis très contente d'y aller, hein. C'est pas du tout un problème, mais du coup il faut que je sois un minimum en forme et donc pas que je lise jusqu'à 1h du matin, sinon ça va être compliqué. Donc je vous laisse, je clôturerai
demain soir en rentrant. Je vous montrerai si j'ai pris des trucs. Et j'essaie de vous faire des plans, même si c'est pas facile de filmer quand il y a du monde. Mais ça, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Donc on verra ce que j'arrive à faire ou pas. Je vous laisse avec les plans. Peut-être de Montreuil. Coucou, on se retrouve le lendemain, nous sommes donc dimanche 1er décembre. Je suis ravie, je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent, mes calendriers de l'Avent. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo-ci puisque je dois absolument clôturer le vlog de cette semaine pour le monter et le mettre en ligne en fin de journée. Donc il faut que je me bouge. Donc je reviens pour clôturer et vous montrer ce que j'ai ramené de Montreuil en sachant que j'ai été extrêmement raisonnable. Vraiment, j'ai pris beaucoup de livres pour les enfants que je vais vous montrer, mais il n'y a pas tout parce que mon fils a déjà pris des trucs pour lire. Bref, je vais commencer avec les livres jeunesse. Donc d'abord, Emeline a pris un cadeau pour mon grand et je vais vous montrer ça parce que c'est très joli. Voilà, c'est La Nuit des Lumières Sauvages, donc d'Éline Quédanier et Anna Griot, et c'est les éditions On ne compte pas pour du beurre, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas cette maison d'édition, donc elle l'a fait dédicacer, c'est absolument adorable. Je vous montre, sans le prénom de mon fils, voilà, c'est un petit chat trop mignon. Et si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'un enfant qui va perdre son chat et Natcha m'a précisé que cet enfant était volontairement non genré. Donc je vais le lire avec mon fils, mais on n'a pas eu le temps, hein, parce qu'hier on est rentré, on était claqués, à tel point que le petit s'est endormi dans la voiture, puis s'est endormi sur la table de la cuisine. Donc autant vous dire qu'hier c'était un petit peu sportif. J'ai pris aussi ceci, donc c'est Invulnérable de Damian Alberto Sanz et Mario Ceballos. J'espère que je le dis bien. Il y avait l'illustrateur, donc Alberto Sanz était là, et une des personnes de chez, du coup c'est Bambou Édition, m'en a parlé, je l'ai montré à mon fils, elle est venue lui dire que c'était super, et que ça allait lui plaire, et qu'il fallait qu'il le... Enfin voilà, que c'était bien, enfin... ça lui plairait s'il le prenait quoi, et donc on l'a pris parce qu'il l'a feuilleté et que ça lui a fait envie, et il a eu le droit du coup à aussi une très très belle dédicace, voilà. C'est hyper joli. Je sais pas si ça lui rend justice là la vidéo, mais c'est très très joli. Donc il a regardé l'illustrateur, il n'y avait pas grand monde parce que je pense que soit c'est une sortie récente, soit c'est peut-être pas encore très très connu quoi. Et du coup l'illustrateur a pris le temps de lui faire un superbe dessin, donc mon fils est resté devant lui à le regarder avec des yeux ronds comme des billes, c'était trop mignon. Et il l'a lu du coup et il a adoré, donc très très bon choix. Je le lirai, je suis curieuse. Ensuite, j'ai pris le tome 1 du Grimoire d'Elphie, parce qu'il paraît que c'est super et que c'est Audrey Alouette. Et j'ai pris le tome 3 du Jardin des Fées. Je vous en ai jamais parlé du Jardin des Fées, mais il faudra un de ces quatre. Donc voilà, vous voyez, j'ai pris principalement, même si, attention, je dis pas que je vais pas les lire, mais moi toute seule, je sais pas si j'aurais pris ça, hein, voilà. Donc là, c'est vraiment pour les enfants. Je vais vous montrer mon seul achat, pour moi, de roman, qui était un achat totalement prévu, qui n'aura absolument rien de surprenant, puisque du coup, j'ai pris Elle et la cendre d'Alice Doublier, qui est tout petit par rapport au précédent. Je pense qu'il fait moitié moins. Je pense, hein. Je suis pas sûre, mais à vérifier. Mais on doit le terminer avec Emeline, enfin terminer la saga du coup. Donc je l'ai pris, je suis passée à côté, je l'ai pris. Toujours aussi joli. Après, le problème qu'il y a toujours hein, avec les éditions Hachette, c'est que les dorures s'en vont assez facilement. Donc j'espère qu'il va tenir le coup. Elle et le feu a un petit peu souffert. Mais écoutez, nous verrons. En tout cas, j'avais beaucoup aimé le premier volume, je vous en avais parlé. Donc je me suis acheté ça. Par contre, je suis revenue avec d'autres livres parce que Benjamin des mots magiques m'a ramené des livres. Il m'a ramené Novice d'Octavia Butler parce qu'il l'a acheté au Canada dans une
très belle édition je crois, et que du coup il voulait pas forcément garder le format français, donc il m'a proposé de me le ramener et c'est adorable, donc j'ai dit oui parce que c'est la lecture commune du Garden Book Club, donc du Ko-fi de Marion. Donc je voulais le lire de toute façon, vous le savez bien. Et il m'a proposé aussi un autre livre parce que lui n'avait pas réussi à rentrer dedans et que voilà, ça l'avait pas plus intéressé. Mais moi, ça m'intéressait pas mal. C'est donc Les Nuits sans Kim Sauvage de Sabrina Calvo. Je me rappelle plus du résumé. J'ai pas envie de relire le résumé, mais c'est publié chez La Volte et en général, j'aime bien ce que fait La Volte. Voilà, donc 2 cadeaux de la part de Benjamin qui est absolument adorable. Merci beaucoup Benjamin, je suis ravie d'ajouter des livres à ma palle. Voilà, et ça, je pense que je vais le sortir très rapidement, même si à mon avis, j'ai raté le coche de la lecture commune, c'est pas grave, j'avais de toute façon envie de le lire, donc c'est très très chouette. Voilà, petit butin de Montreuil, 2 cadeaux de la part de Benjamin et un achat. Je pense que j'étais assez raisonnable, en sachant qu'il y a autre chose que je n'ai pas, puisque mon fils les a pris et les a lus. J'ai pris le coffret des tomes 1 à 4 de La Gameuse et son chat, sur recommandation d'Emeline, qu'il a lu, qui a adoré. Donc il les a lus et il a adoré. Donc voilà, on a encore un petit peu de lecture à faire, c'est plutôt cool, je suis contente. Et on reparlera de tout ça plus tard, voilà. Donc c'est tout. C'était une très très chouette journée, Montreuil. C'était absolument épuisant. Il y a énormément de monde et je trouve personnellement que c'est pas forcément extrêmement bien agencé. Je trouve qu'on devrait peut-être laisser moins de place aux grosses maisons d'édition qui ont des stands qui sont des librairies à part entière. Sauf que les grosses maisons d'édition ont des très très grosses librairies qui prennent beaucoup de place. Donc peut-être avoir moins de titres sur place, mais un peu plus de place pour les fils de dédicaces, parce qu'évidemment en plus les grosses maisons d'édition ramènent des têtes d'affiche, genre il y avait Christelle Dabos par exemple, mais bien d'autres évidemment, et du coup c'est très compliqué déjà de circuler de base, mais de circuler quand il y a des files d'attente et des gens qui arrivent une demi-heure à l'avance pour avoir un ticket, donc ils s'assoient, et ce que je comprends, hein, rester 1h30 debout c'est compliqué sans bouger, donc ils s'assoient au sol et tu dois passer entre les gens, et il y a des gens qui arrivent en face parce qu'ils veulent passer aussi, c'est pas hyper bien pensé je trouve en termes de fluidité. Au demeurant c'était très très chouette. Alors c'est compliqué je trouve de voir en fait tout ce qu'il y a, parce qu'il y a tellement de monde que c'est difficile de s'arrêter parfois, parce qu'il y a tellement de monde que si vous êtes un petit peu sensible au monde comme moi, vous avez beaucoup de mal à vous concentrer sur ce que vous êtes censé regarder et à ne pas être en hyper vigilance sur tout ce qui se passe autour et le bruit et le monde et la foule quoi. Donc bon voilà, mais ça reste très cool parce que j'ai vu les copains, les copines, j'ai pu rencontrer Natcha pour la première fois, j'ai pu rencontrer Kim aussi, même si ça a été très bref et que bah voilà, elle était venue pour certaines choses et que du coup elle faisait la file et moi je ne suis pas partie tard parce que j'étais avec les enfants et que c'était fatigant. J'ai rencontré Elisa aussi, j'étais très contente de la rencontrer. J'ai aussi rencontré Gwen, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Il y avait Benjamin évidemment, il y avait Emeline évidemment. Donc voilà, c'était très chouette, j'ai vu des copains, des copines, j'ai croisé plein de superstars de YouTube, j'ai vu passer Margot Liseuse au loin comme ça, et d'autres, mais c'était rigolo. Après moi je suis pas du tout à l'aise pour aller aborder les gens et leur dire coucou, même si je sais qu'ils savent plus ou moins qui je suis, voilà, mais c'est pas évident. Mais c'est pas grave, c'est très cool, je suis contente et je suis d'autant plus contente qu'il y a 2 personnes, enfin 2 d'entre vous qui sont venus me voir et qui sont venus me saluer et tout, et c'était absolument adorable. J'espère que j'étais pas trop bizarre, si c'était le cas, c'était pas du tout par rapport à vous, c'est parce que j'étais vraiment en hyper vigilance, parce qu'il y avait les enfants, parce qu'il y avait du monde, parce qu'il y avait du bruit, et que ce genre d'événement me fait toujours un petit peu cet effet. C'est pas évident pour moi de réussir à me concentrer quand on me parle et tout, donc voilà, mais j'étais trop contente que vous veniez, c'était vraiment trop mignon, vous avez été hyper gentils et c'était très touchant, donc merci de l'avoir fait, merci d'avoir osé vous lancer, c'est pas évident d'aller aborder quelqu'un, et c'était d'ailleurs très très drôle la manière dont vous l'avez fait, donc voilà, je suis ravie. Et d'ailleurs, si jamais vous passez par là et que vous êtes les 2 personnes qui sont venues me voir, dites-moi en commentaire, comme ça je pourrai associer vos visages à vos pseudos pour la prochaine fois qu'on se croisera sur un événement, ça serait très très cool. Voilà les nouvelles, j'espère que je n'ai oublié personne. Si c'est le cas, ça n'est pas du tout volontaire, c'est parce que vraiment je vous garantis que c'était très très compliqué pour moi de passer outre le monde et le bruit. J'ai aussi pu rencontrer Pascal Kivigé qui est adorable, Benjamin est allé acheter la dernière saison de Célim et l'a fait dédicacer, et j'en ai profité vu qu'il n'y avait pas grand monde pour lui dire que on avait fait une lecture commune de Pierre d'Angle et qu'on avait absolument adoré, que c'était génial, que j'étais trop contente et que vraiment c'était un travail incroyable et que c'était génial. Enfin voilà, je pense que j'ai été un peu plus éloquente, j'espère, sur le moment.
et elle m'a dit qu'elle venait de terminer un nouveau tome compagnon, donc où a priori je crois qu'on retrouve, si je me souviens bien, encore une fois, le bruit, le monde et mon cerveau ça fait pas bon ménage, mais je crois qu'elle m'a dit qu'on retrouvait les personnages de la dernière saison de Selim dans une nouvelle aventure, voilà. Donc trop hâte, j'espère que ça arrivera bientôt, vraiment, j'étais trop contente, elle était trop mignonne, elle était très reconnaissante que je sois venue juste sans faire dédicacer, juste pour lui dire ça, et elle a l'air absolument adorable, donc si jamais vous la voyez en salon, n'hésitez pas à aller la saluer, elle est très accessible et très gentille. Et je suis aussi allée voir Nina Lan après sa dédicace, parce qu'elle dédicaçait de 14 à 16 et qu'il y avait beaucoup de monde, donc je suis trop contente pour elle, c'est très cool, et du coup je suis quand même allée la voir à la fin, parce qu'on a réussi à passer à côté au moment où il n'y avait plus personne et qu'elle rangeait ses affaires, et du coup on a causé, et c'était trop bien, c'était trop chouette de la rencontrer en vrai, c'est une personne qui est vraiment très gentille et avec qui je discute assez régulièrement en fait sur Instagram, on parle de plein de trucs, de tout, de rien et voilà, mais elle est vraiment adorable, donc n'hésitez pas aussi à aller la voir. Je crois que si je dis pas de bêtises, le week-end prochain elle est en dédicace à Paris. Je pense que vous pourrez trouver les infos sur l'Instagram de Didier Jeunesse si ça vous intéresse, si vous n'avez pas pu la voir dans le salon hier. D'ailleurs sachez que vous pourrez la retrouver a priori le week-end prochain en dédicace à Paris, il me semble, ou à Boulogne, enfin autour de Paris. Voilà, c'était trop cool, c'était très chouette, c'était absolument épuisant pour tout le monde et c'est le jeu des salons, mais c'était cool, je suis contente de l'avoir fait. En plus en rentrant, j'avais reçu mes petites surprises pour mes membres du Ko-fi, donc j'étais à moitié fatiguée déjà en train de préparer les enveloppes et tout, ce qui n'était pas du tout raisonnable parce que j'avais plein d'autres trucs à faire et qu'il me manque des choses encore pour envoyer ça, mais normalement ça partira début de semaine prochaine. J'espère que tout va bien se passer. Normalement, on sera bon. Mais j'ai dû commander des petits trucs complémentaires pour agrémenter un petit peu tout ça. Mais soit, vous verrez ça vous verrez ça passer peut-être sur les réseaux sociaux si les gens partagent ce qu'ils ont reçu. Et puis, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au Ko-fi. Comme toujours, je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai tourné une vidéo que je n'ai jamais sortie parce que je n'ai absolument pas eu le temps pour expliquer ce qu'est le Ko-fi. Si ça vous intéresse toujours, dites-moi ça en commentaire. Je la montrer et je la sortirai. Donc voilà, je vais vous laisser parce que vraiment ça va être trop long et j'ai beaucoup de montage à faire. Sachez que normalement à partir de demain on commence les vlogmas. Je vous en reparlerai dans le vlog de demain comment ça va se dérouler et tout ça. Je vais essayer de faire au mieux mais je ne vous garantis rien parce que c'est pas évident. Mais voilà, bref, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous étiez à Montreuil, est-ce qu'on s'est croisés et peut-être vous n'avez pas osé venir parce qu'en plus on était en groupe, c'est encore moins évident et je le comprends totalement. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en fait par rapport à tout ce dont j'ai pu parler. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très belle fin de week-end, bonne journée, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!